Salut à tous, bienvenue dans Daniel Davis Deep Dive. On continue notre émission même si Danny est en vacances, parce que le président Trump a annulé une attaque majeure contre l'Iran. Et maintenant, il nous dit que c'était prévu pour dans 1 heure. C'est dire à quel point on était proche. Pour nous aider à comprendre tout ça et à y voir plus clair, on reçoit l'un de nos invités préférés, le colonel Douglas Macgregor, analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense. Doug, je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Eh bien, je suis content que tu sois content. Je ne sais pas si je vais réussir à y trouver du sens, mais je vais essayer. Le président nous en a dit un peu plus. Ce matin, il y a environ 1 heure, il se trouvait devant le nouveau Imperial Beautiful Ballroom qu'il est en train de faire construire. Donc, je m'excuse pour les bruits de fond, c'est un peu difficile, mais il était sur un chantier. Et il a raconté, en gros, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Voici comment le président décrit les événements. J'étais à 1 heure de là, tout était prêt. Vous parlez d'hier? Oui, on allait frapper ça aurait eu lieu en ce moment même. Oui, tout était bouclé. Les bateaux, les navires, tout était chargé. Chargé jusqu'à ras-bord. Et on était prêt à commencer. Ils m'ont appelé ces 2 derniers jours pour me dire qu'ils avaient fait beaucoup de progrès parce qu'on les a mis à négocier avec nous et surtout avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, un peu le Koweït, Bahreïn et d'autres encore. On les a tous en train de négocier ensemble. On travaille tous main dans la main. C'est comme une équipe. Et Israël, bien sûr. Israël a été un excellent partenaire. Il savait que je me préparais à attaquer. Je ne leur ai rien dit. Je ne dis jamais à personne quand. Vous êtes en contact terminé. Je n'aurais jamais dit à qui que ce soit quand. Mais ils savaient qu'on était très proches. Je dirais que j'étais à 1 heure de prendre la décision d'y aller aujourd'hui. J'avais pris ma décision. Alors ils ont appelé. Ils avaient entendu que j'avais décidé. Ils ont dit, monsieur, pouvez-vous nous accorder encore quelques jours? Parce qu'on pense qu'il se montre raisonnable. Monsieur le Président, aujourd'hui, je parle de 2 ou 3 jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, ou peut-être au début de la semaine prochaine. Une période limitée en tout cas. Un calendrier qu'il s'est imposé lui-même, Doug. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Qu'est-ce que tu trouves crédible? Et qu'est-ce que tu ne crois pas dans tout ça, Doug? Eh bien, lui et ses amis milliardaires ont gagné beaucoup d'argent en pariant à la baisse sur des actions et en faisant tourner leurs investissements selon ces différentes décisions. Vous savez, je ne sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, je suis très sceptique. Je crois qu'il y a ici des enjeux bien plus importants et je ne suis pas sûr qu'ils prennent des conseils ou des demandes de qui que ce soit dans la péninsule arabique. Franchement, je n'en sais rien. Mon intuition, c'est qu'il va frapper, tout simplement parce que je ne pense pas qu'il connaisse une autre façon d'agir. Il s'est piégé lui-même, pour tout dire, dans une situation très difficile qu'il ne doit qu'à sa grande gueule. C'est lui qui a dit qu'ils devaient abandonner leur uranium enrichi, qu'ils ne pouvaient pas en avoir et qu'ils devaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Ils n'ont aucune intention d'ouvrir le détroit juste parce qu'ils le veulent, et ils ne vont pas renoncer à leur souveraineté ni à leur indépendance en remettant de l'uranium enrichi aux États-Unis ou à qui que ce soit d'autre. Alors, j'ai vraiment du mal à prendre au sérieux l'idée même qu'on soit en train de leur parler. J'y crois pas une seconde. À Philadelphie, on a un mot de 8 lettres pour ça, mais je préfère ne pas le dire à l'antenne. Ça fait 8 lettres maintenant. Allez, Gary. Je suis désolé. Tu as raison. J'ai tout de suite pensé à ça.
Fubar serait un autre bon mot pour ça. Tu vois, Doug, laisse-moi juste retrouver ça ici. Le 4 mai, les gardiens de la Révolution ont publié cette carte de ce qu'ils appellent la zone de contrôle, celle qu'ils estiment, tu sais, être la leur. Hum hum. Et voilà, tout est posé devant eux. Ils ont publié ça il y a seulement une semaine ou deux. Vous pouvez imaginer, vous, qu'ils reculent d'un seul pas sur tout ça, sur ce qu'ils avancent ici. Pas vraiment. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit que si vous êtes assis à Téhéran et que vous regardez la situation actuelle, ils ont clairement l'avantage stratégique. Rien ne peut entrer ou sortir de là sans risquer d'être frappé par un système d'armes. Missiles de croisière, missiles balistiques tactiques, drones, petits bateaux, grands bateaux, peu importe. Donc je ne vois aucun signe qu'ils soient prêts à abandonner cet avantage. Et puis Gary, il y a une autre chose qu'on ignore, et c'est vraiment déprimant, justement parce qu'on ne le sait pas. C'est ce que le président Poutine et au final le président Xi ont dit en privé au président Trump. President Xi said to President Trump in private. I mean, I think whatever they had to say, Putin. Je veux dire, je pense que, quoi qu'ils aient eu à dire, tu vois, Poutine, évidemment, d'abord au téléphone, puis ensuite en face à face avec le président Xi, ils lui ont dit qu'il y aurait, je cite, des conséquences non précisées s'il décidait d'aller de l'avant et de relancer la guerre avec l'Iran. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas non plus comment Donald Trump interprète ça. Tu sais, Trump, c'est le genre de personne qui n'aime pas qu'on lui dise quoi que ce soit, et encore moins qu'on lui dise qu'il ne peut pas faire quelque chose. C'est un peu comme agiter un chiffon rouge devant le taureau qu'est Donald Trump. Et Donald Trump est avant tout quelqu'un d'émotionnel. Il réagit beaucoup plus qu'il ne réfléchit. Il ne prend jamais le temps d'étudier quoi que ce soit pour comprendre ce à quoi il a affaire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé dans ce conflit au départ. Il n'a jamais vraiment compris l'Iran. S'il avait seulement pris la peine de se pencher un peu sur ce qu'a produit la guerre entre l'Iran et l'Irak, et sur le fait que les Iraniens ont subi entre 1 demi-million et 800 000 pertes, dont environ la moitié de morts, il aurait peut-être compris à quel point les Iraniens sont prêts à résister, mais il ne l'a pas fait. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus ici. Mais vous savez, au fond, mon message, c'est que quand on ne sait plus quoi faire dans un combat, on finit par donner un coup de poing en espérant que ça marche. Et je pense toujours que c'est exactement ce que Donald Trump va faire. Tu sais, Doug, tu parles de sa manière émotionnelle de réagir, qui finit par le submerger en fait. C'est vraiment troublant. Et voilà un exemple tiré de la séance de questions-réponses qu'il a donnée aujourd'hui, juste devant la salle de réception qu'il est en train de construire. Je ne fais pas ça pour des raisons politiques. Tout le monde me dit que c'est impopulaire, mais moi je pense que c'est au contraire très populaire. Quand les gens entendent que ça concerne les armes nucléaires, des armes capables de rayer Los Angeles de la carte, ou de détruire de grandes villes en un instant, quand ils entendent ça, vous savez, quand on leur explique, je vais vous dire, quand on prend le temps d'expliquer aux gens, en réalité, je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Je suis trop occupée à faire avancer les choses. Mais quand ils comprennent, honnêtement, je pense que c'est très populaire. Donc, il sait que c'est impopulaire, mais dans sa tête, il pense que c'est populaire. C'est comme ça qu'il interprète les choses. C'est la conclusion à laquelle il arrive. Eh bien, il croit à un mensonge. Il sait que ce qu'il dit est faux. Il n'y a pas de missiles balistiques intercontinentaux avec des ogives nucléaires pointées sur les États-Unis depuis l'Iran, et les Iraniens n'ont jamais montré le moindre intérêt pour ce genre de capacité. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir. Je veux dire, je pense que la principale leçon que tout le monde tire de cette guerre,
partout dans le monde, c'est que si vous ne voulez pas être déstabilisé, envahi, ou voir votre régime renversé par les États-Unis et Israël, il vaut mieux avoir une arme nucléaire. Donc, à mon avis, le résultat final de tout ça, c'est exactement l'inverse de ce qu'on disait vouloir faire. Mais à ce stade, il y a d'autres choses à prendre en compte. D'abord, les Iraniens ont fait un très bon travail pour nous observer et nous étudier. Ils ont adapté leurs tactiques, ils ont déployé leurs armes de manière à non seulement mieux se protéger, mais aussi à pouvoir nous vaincre. Ils savent d'où nous risquons d'attaquer, quelle voie d'approche nous allons utiliser. Dans les airs, ils connaissent les trajectoires probables des missiles. En résumé, ils se préparent à tout cela. Et franchement, d'après ce que je comprends, des informations en source ouverte, venant surtout de l'étranger, mais pas uniquement, je pense que les Iraniens sont aujourd'hui mieux placés pour nous affronter qu'ils ne l'étaient au début de cette guerre. C'est vraiment troublant quand on y pense, et je comprends pourquoi tu en arrives là. Alors, tu l'as sans doute déjà entendu, Azadi, professeur à l'université de Téhéran. Voici comment lui voit la situation en ce moment. C'est la 5e fois que Trump fait ça. La dernière fois, c'était le 5 mai, la veille en fait. La veille, il avait annoncé qu'il lancerait l'opération Projet Liberté pour escorter des navires, puis il a annulé cette idée en moins de 24 heures. Et je pense que la principale raison, la dernière fois, il avait dit que les Pakistanais lui avaient demandé de le faire, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il a mené cette opération pendant environ 37 jours, en bombardant l'Iran avec une force totale. Les Israéliens l'aidaient et beaucoup de gens ont été tués, plus de 3500 civils. Et au final, il n'a pas obtenu grand-chose, à part faire beaucoup de victimes. Et maintenant, il se retrouve avec ce problème d'un État qui n'est presque pas ouvert comme il voudrait qu'il le soit. Tu sais, Doug, quand tu entends Azadi parler, dans ce cas, on comprend que les Iraniens voient clair à travers tout le tapage que Trump continue de faire. Et on en arrive à dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus forts qu'au tout début, à cause de la façon dont les choses ont évolué et de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donc oui, ils sont effectivement dans une meilleure position qu'au moment où tout a commencé. Eh bien, il y a un autre aspect qu'il ne mentionne pas et qu'on doit prendre en compte, c'est la position d'Israël. Ce n'est pas seulement une question de ce que veut M. Netanyahou. Il y a sa coalition, les gens qui le soutiennent et le peuple israélien. Les Israéliens, franchement, doivent faire en sorte de nous garder impliqués. Ils ne peuvent pas se permettre qu'on se désengage. Ça veut dire que si Donald Trump annonce soudainement « Il n'y a pas de solution militaire » et j'ai décidé, pour une raison ou une autre, de me retirer du conflit, de suspendre les hostilités, peu importe la formule, eh bien, ce serait catastrophique pour les Israéliens. Ils essayent maintenant de pacifier le sud du Liban, avec pour objectif final de l'annexer et d'en faire une partie du Grand Israël. Leur agenda reste plus large. En même temps, leur position stratégique se dégrade, parce qu'en plus du problème iranien, ils ont maintenant un très sérieux problème avec la Turquie. Ce matin, lors d'une conversation, quelqu'un qui suit tout ça de près m'a parlé d'une annonce turque. Elle évoque ce qu'ils appellent des zones bleues, des territoires autrefois contrôlés par les Ottomans, que les Turcs considèrent en quelque sorte comme leur territoire légitime. Et cela inclut des parties de la Syrie, de l'Irak, ainsi que du Liban. Je pense que ce qu'on va voir dans un avenir proche, c'est un intérêt croissant de la Turquie à exploiter ce qui se passe en Israël pour en tirer profit. En fait, les Israéliens ont renforcé un adversaire potentiel. Et je crois que c'est pour ça que Naftali Bennett l'a mentionné clairement quand il a dit
Une fois qu'on en aura fini avec l'Iran, il faudra s'occuper de la Turquie. Les Turcs sont de vrais ennemis. Eh bien, je pense qu'il a raison. Mais je ne crois pas qu'il aura la chance de vaincre l'Iran. Ce qu'il cherche maintenant, c'est comment faire durer cette guerre. Si les États-Unis ne peuvent pas la gagner pour eux, alors il faut l'alimenter. Il faut empêcher le feu de s'éteindre. Parce que si les États-Unis décident de se désengager, qu'est-ce qui peut faire croire à qui que ce soit qu'ils reviendront ouvrir un nouveau front contre les Turcs? Ça paraît très improbable. Et si vous n'avez pas vaincu l'Iran, qu'est-ce qui empêcherait l'Iran de soutenir les Turcs contre nous et contre Israël? On n'a même pas encore parlé de l'Égypte. L'Égypte, c'est un peu comme une marmite prête à exploser. Et je ne sais pas si le général Sisi a vraiment le contrôle de la situation là-bas ou pas. Il y a beaucoup de gens en Égypte qui sont en colère parce qu'il ne s'est rien passé contre Israël. Ils ont le sentiment d'avoir regardé, impuissants, pendant que des millions d'Arabes palestiniens, qu'on les apprécie ou non, ça ne change rien pour les Égyptiens, ont été massacrés. Et ils demandent « Pourquoi n'avons-nous rien fait? Nous sommes le plus grand, ou l'un des plus grands, États arabes du Moyen-Orient. Nous avons un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? » Je pense qu'il se passe beaucoup d'autres choses en ce moment. Et d'après tout ce que j'ai dit, la pression sur Donald Trump pour reprendre la guerre, pour la relancer, pour recommencer le processus visant à détruire l'Iran, ce qu'il en reste, son État, sa société, est énorme. Je ne vois pas comment il pourrait reculer. Peu importe ce que lui dit le prince héritier d'Arabie Saoudite ou qui que ce soit d'autre. Ce qui compte, c'est cette idée que s'il n'avance pas, s'il se retire, Israël pourrait très bien cesser d'exister. Doug, tu soulèves tellement de complexité dans cette affaire. Ça ne s'arrête jamais. Où qu'on regarde, il y a une nouvelle difficulté, un nouvel acteur qui entre en jeu. C'est partout. Laisse-moi te faire écouter quelque chose de Trita Parsi, qui est passé récemment. Il aborde encore un autre angle. J'aimerais que tu réagisses à sa vision de la situation, telle qu'elle est en ce moment. Quand on met tout ça bout à bout, je pense que ce qui ressort vraiment, c'est qu'il n'existe aucune option d'escalade pour Trump qui lui permettrait de renverser la situation et de placer les États-Unis en position de dicter les conditions. L'opération Freedom, comme vous l'avez mentionné, a duré 24 heures. Apparemment, c'était assez de liberté pour la région. Le blocus du blocus, qui est toujours en place d'ailleurs, devait, selon les calculs, faire s'effondrer l'Iran il y a environ 2 semaines et demie. Clairement, ce n'est pas le cas. Les Iraniens ont l'impression, à tort ou à raison, que Trump n'est pas particulièrement sensible au fait que les intérêts américains soient repoussés, mais qu'il est très sensible à ce que ses intérêts commerciaux et ceux de son empire économique soient menacés. Et donc, la prochaine fois, lors de la prochaine guerre, il ne faudra pas seulement viser ce qui serait très mauvais pour les États-Unis, mais aussi ce qui serait très mauvais pour Trump et sa famille. Alors, Doug, en parallèle avec ses intérêts économiques, ça correspondrait à ce qu'Israël veut qu'il fasse, protéger son portefeuille tout en poursuivant les frappes. Oh, je pense que c'est tout à fait vrai. Le problème que j'ai avec Trita Parsi, c'est qu'il attribue à Trump un raisonnement rationnel. Et moi, je ne le vois pas. S'il y avait vraiment un calcul rationnel derrière tout ça, soyons honnêtes, on n'aurait jamais attaqué l'Iran. Personne de sensé n'aurait fait ça, pour toutes les raisons qu'on voit aujourd'hui. Donc, l'émotion a pris le dessus sur la raison. C'est pour ça qu'on est dans cette guerre. Et Donald Trump a dit quelque chose d'important, à mon avis. Il a fait remarquer que quoi qu'il fasse, les Américains le suivraient. Eh bien, je ne pense plus qu'il puisse dire ça aujourd'hui. Mais il peut encore compter sur une certaine complaisance ou un certain désintérêt à l'intérieur des États-Unis.
du moins jusqu'à ce que la douleur devienne si forte que les Américains ne puissent plus la supporter. On va droit dans cette direction. Si vous regardez la réserve stratégique de pétrole, elle se vide très très vite. C'est évidemment pour éviter une crise énergétique qui pourrait nous frapper, mais d'ici juillet, mi-juillet, au plus tard début août, on risque d'avoir de gros problèmes avec cette réserve stratégique. Rappelez-vous, on n'a pas construit de nouvelles raffineries depuis plus de 20 ans. Tout ça, ce sont des sujets que Trump a en gros ignorés ou balayés d'un revers de main, parce qu'il pensait que tout ça se terminerait rapidement. Je ne sais pas si quelqu'un le lui a dit, ou s'il s'en est convaincu lui-même. Mais maintenant, il faut bien comprendre que l'Iran a déployé de nouveaux lanceurs mobiles à travers le pays. Ils ont adapté leur tactique en cas de reprise des frappes américaines. Les commandants iraniens ont clairement étudié les trajectoires de nos chasseurs et de nos bombardiers. Ils ont reçu pas mal d'aide des Russes et des Chinois. Le récent abattage d'un F-15 Eagle et les tirs au sol qui ont touché un F-35 ont montré qu'on est devenu assez prévisible. C'est pas vraiment surprenant. Après tout, l'espace aérien là-haut n'est pas infini. On ne peut pas déplacer des navires à travers tout le Moyen-Orient. Ils doivent rester dans la mer Rouge, la Méditerranée ou l'océan Indien. Donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il essaye de tout gérer. Il n'y arrive pas, mais il sait une chose, si je me retire, je perds. Si je dis que je n'irai pas plus loin, tant qu'il n'admettra pas qu'on fait face à une catastrophe humanitaire, ce qu'il devrait reconnaître, mais qu'il ne fera pas, alors il est coincé. Il ne peut pas se désengager. Et encore une fois, il a les Israéliens derrière lui. Et souvenez-vous, ce sont leurs milliardaires aux États-Unis qui l'ont mis à la Maison-Blanche. Regardez ce qu'il fait à Thomas Massie. Quiconque connaît un peu Thomas Massie sait que c'est un homme très décent, honorable. Il n'y a rien de louche, rien de corrompu, sous aucune forme, chez Massie. C'est juste un être humain intègre qui a dit « Écoutez, je ne peux pas, en conscience, soutenir ce que vous essayez de faire. Je pense qu'on a un grave problème de dette nationale souveraine. L'économie doit passer avant tout. Il faut affronter ces réalités financières. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et dit « C'est le pire membre du Congrès de l'histoire. C'est encore un individu sans intelligence, sans honneur. Il est corrompu, c'est insensé. C'est de l'émotion, rien que de l'émotion, Gary. » En effet. Et je pense que c'est pour ça qu'il va se raviser, après avoir dit que l'Iran ne devait jamais avoir l'arme nucléaire. Eh bien, il ne peut pas empêcher ça. Je pense qu'à ce stade, il le sait probablement. Donc, il doit quand même tenter le coup, faire de son mieux. Et il sait, enfin je pense qu'il le sait, ou du moins je le suppose, que cette prochaine étape va causer d'immenses dégâts à tout le système énergétique mondial. On parle de 10 ans, peut-être plus, pour se remettre des dommages qui seront infligés au Golfe Persique. Mais au fond de lui, il se dit peut-être aussi, eh bien au moins ça fera du tort à la Chine. C'est pas une bonne chose, ça. Enfin, qui sait? Il y a toutes sortes d'idées stupides qui tournent dans sa tête. C'est évident, sinon il n'aurait jamais fait ça. Ça n'a aucun sens. Ça ne lui apporte rien, ni à sa présidence, ni à quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, je veux dire, comme on est tous censés être pro-Israël, il pense aux États-Unis et au peuple américain bien après le reste. Mais au final, ça n'a tout simplement aucun sens. Et c'est ça le problème. Vous avez affaire à quelqu'un qui défie toute logique. Eh bien, comme on l'a entendu dans l'extrait précédent, il dit qu'il sait que les gens n'aiment pas ça, mais que d'une manière ou d'une autre, c'est quand même populaire. Doug, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui a attiré mon attention à propos des raffineries. Pendant des années, et même Trump le disait, « forons, forons ». Et c'est ce qu'on faisait. Tu vois, ça s'est produit, on forait vraiment.
Alors comment ont-ils pu passer à côté de la construction de nouvelles raffineries? Où est la déconnexion là? Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire, se dérouler comme ça? There is no coherent strategy of any kind. Il n'y a aucune stratégie cohérente, d'aucune sorte. Autrement dit, si je t'emmenais à Moscou ou à Pékin, qu'on s'asseyait à une table, il pourrait entrer et te présenter une stratégie nationale pour l'énergie, une stratégie nationale pour la microélectronique et l'intelligence artificielle, une stratégie nationale pour la défense. Tout ça serait soigneusement planifié. Alors, ça ne veut pas dire qu'on suit le plan les yeux fermés, mais ça veut dire qu'on s'assoit, qu'on fait le point sur la situation, qu'on définit un objectif final. On se dit dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où on veut être. Et ça, Gary, on ne le fait pas. On ne l'a jamais fait. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Je te donne un exemple rapide. Never ever happened. I mean, quick example. People sometimes in the military point to Dans l'armée, on cite parfois l'ordre que Roosevelt avait donné à Dwight Eisenhower. Votre mission est de débarquer sur le continent européen et de vaincre l'armée allemande. Très bien. Et ensuite, où voulez-vous être quand la guerre se terminera? Où voulez-vous retrouver vos alliés soviétiques? À Varsovie? À Kiev? Où voulez-vous les saluer? De quoi parle-t-on en Europe qui soit vraiment important pour nous? Pourquoi nous battons-nous? Eh bien, il n'y avait rien de tout ça. En revanche, les Soviétiques, eux, savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient prendre le plus de territoire allemand possible, parce que c'était là que se trouvait le complexe scientifique et industriel. C'était la base du capital humain pour la science et la technologie en Europe. C'est ça qu'ils visaient. Ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais à peu près la moitié. Et ensuite, on les a laissés faire à peu près ce qu'ils voulaient, avec les différentes populations, avancer leurs frontières. Et nous, qu'est-ce qu'on a eu en retour de tout ça? Ce qu'on appelle un énorme fardeau fiscal, sous la forme de l'OTAN et de la guerre froide. Voilà ce qu'on a eu. Il n'y avait donc aucune stratégie cohérente. Les Britanniques, eux, entraient dans ces réunions avec nous, à l'époque, en 42, 43, 44. Et là, je parle de réunions sans les Russes. Ils arrivaient avec des cartes du monde entier, les champs pétrolifères, les mines de cuivre, les mines d'or. Franchement, soyons clairs, ces gens-là étaient des impérialistes. Ils ont bâti un empire pour s'enrichir. Ils savaient très bien ce qu'ils voulaient contrôler une fois la guerre terminée. Ils pouvaient te dire quel port avait été suffisamment dragué pour accueillir d'immenses cargos, d'énormes navires de fret. Nous, on n'a rien fait de tout ça. Alors, pourquoi étions-nous en guerre? Pour détruire l'Allemagne, vaincre les nazis. Très bien, on l'a fait. Et après? Personne n'a posé la question. On est dans la même situation aujourd'hui. Tu veux sauver Israël. Tu veux rendre Israël plus fort que jamais. Tu veux qu'il devienne la puissance stratégique dominante. D'accord, mais comment on fait ça? Eh bien, on détruit l'Iran. Et si ça ne marche pas, si l'Iran résiste à sa destruction, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quelles sont les options, les scénarios suivants? En d'autres termes, quels sont les plans de repli? On nous donne le plan A, détruire l'Iran. Mais les hypothèses de départ sont toutes fausses. Le plan échoue. Et après, c'est déprimant. Mais c'est là qu'on en est. Oui, c'est ça. Laisse-moi te montrer la dernière proposition, du moins celle qu'on connaît. Dropsite News vient de la publier plus tôt dans la journée. Donc ça vient du ministre iranien des Affaires étrangères et ça présenterait soi-disant les détails de la dernière proposition de Téhéran à Washington. Regarde ces propositions, Doug. Il y en a 7. Parmi ces 7 points, est-ce que tu dirais qu'il y en a un seul qui soit vraiment efficace? Quelque chose que Donald pourrait appeler un accord parfait. Est-ce que l'un de ces points pourrait en faire partie? Le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium et aux activités nucléaires pacifiques. Moi, je dirais non. Et toi, Doug? Tu penses qu'il y a une chance?
I'd say Je dirais sans doute ce que le président Trump dirait lui-même. Appelons le président Netanyahou. Netanyahu. Oh là là, tu as raison. Bon, ça nous amène tout de suite au deuxième point. Mettre fin au conflit sur tous les fronts, y compris au Liban. Quelles sont les chances que ça arrive selon toi? Exactement. Lever le blocus naval américain. Well, that's something that we could do. Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et je pense que ce serait bien accueilli par le monde entier. Parce qu'en réalité, c'est nous qui bloquons le détroit d'Ormuz, pas les Iraniens. Les Iraniens, eux, ont essentiellement dit « Vous payez les frais, le péage, peu importe, et vous pouvez passer ». Ils le font parce qu'ils ont besoin d'un moyen de compenser les dégâts qu'ils ont subis pendant la guerre. Donc oui, je pense que lever le blocus naval américain, c'est clairement quelque chose qu'on pourrait faire. Lifting the U.S. naval blockade is something we could definitely do, but then again, the Israelis would object to that. Mais là encore, les Israéliens s'y opposeraient parce que cela génère des revenus pour l'Iran qui pourraient, en théorie, être utilisés pour financer des armes ou des opérations contre eux. La libération des avoirs iraniens gelés? Eh bien, on ne devrait jamais geler les avoirs de qui que ce soit. Nulle part. Jamais. Cette pratique a détruit la confiance dans notre système financier partout dans le monde. C'est pour ça qu'on va se faire dépasser par les BRICS. C'est pour ça qu'on va se faire dépasser par la Chine. On va perdre notre place dans le système SWIFT. Pourquoi? Parce qu'ils sont désormais perçus comme plus fiables et plus dignes de confiance que nous. C'est pas bouleversant, ça? Alors, une compensation américaine pour les dommages de guerre? Aucune chance. Combien de R y a-t-il dans aucune chance? La levée de toutes les sanctions unilatérales et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, bien sûr, on pourrait faire ça d'un simple geste de la main. Le retrait des forces américaines des zones autour de l'Iran? D'accord, mais si on fait ça, c'est une reddition. On ne peut pas faire ça. Doug, à ce propos, j'aimerais te poser une question. Voici les bases américaines au 28 février de cette année. Est-ce que l'une d'entre elles est encore active d'une manière ou d'une autre, à ta connaissance? Pas à ma connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de gens autour d'eux, mais dans l'ensemble, ils sont inutilisables. Disons les choses comme ça. Et Doug, la raison pour laquelle ils étaient là au départ, c'était pas justement pour un moment comme celui-ci? C'est bien pour ça qu'on les avait mis là? C'est pas pour ça qu'on les a placés là, au fil du temps? Bien sûr. Les 11, oui, il y en a 11 ici, ceux qui sont indiqués. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on n'a pas suivi l'évolution des conflits modernes. Si on regarde ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, on voit bien qu'aucune de ces zones n'est vraiment défendable aujourd'hui. Il n'y a pas assez de batteries de défense aérienne et antimissiles, pas assez de radars et aucune redondance dans le système. Et puis il y a eu cette tendance à sous-estimer complètement la compétence et les capacités des Iraniens. Or, d'après mon expérience avec les Israéliens au fil des années, eux étaient très conscients de cette menace. Mais même eux n'avaient pas mesuré l'ampleur du bond en avant que l'Iran avait accompli dans les capacités de renseignement, de surveillance et de frappe. Et je ne pense pas que quiconque ait vraiment compris à quel point la Chine et la Russie iraient jusqu'à engager leurs propres moyens de surveillance spatiale pour défendre l'Iran. En résumé, si on reprend votre liste en tenant compte de ce changement fondamental dans l'équilibre des forces militaires, c'est insoluble pour nous. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas accepter ni soutenir cet ensemble d'exigences ou de demandes. Mais en même temps, on ne peut pas non plus les annuler. C'est bien là le problème. Ce n'est pas qu'on refuse d'y faire face, c'est qu'on n'a tout simplement aucun moyen d'agir. Donc de fait, l'Iran est en train de gagner la guerre, qu'on le veuille ou non.
Mais il y a autre chose, et c'est vraiment très important, votre public doit bien le comprendre. Des bases comme celle-ci sont essentielles pour le département de la Défense, pour le département de la guerre en ce moment. Et c'est parce que la présence avancée, la présence des forces navales, aériennes et terrestres américaines, loin du territoire des États-Unis, a toujours fait partie de cette idée de défense avancée. L'idée que la meilleure façon d'éviter les guerres, c'est d'être le plus en avant possible, pour rendre impossible à l'ennemi de tout submerger rapidement. Eh bien, ces jours-là sont terminés depuis des années. Ce sujet, moi et d'autres, on en a parlé à plusieurs reprises. Si vous déployez quelque chose en avant, à portée de tous ces systèmes de missiles et de drones, avec la surveillance aérienne actuelle, vous allez les perdre. Et si vous perdez toute cette structure à l'étranger, toute cette présence à l'étranger, vous perdez aussi tous les postes de généraux et d'amiraux dans la marine. Eh bien, devinez quoi? Le département de la Défense ne veut rien lâcher. On est sur le point d'être expulsé d'Allemagne. Une fois qu'on se sera débarrassé de cette chancelière Merz, et qu'à terme l'Alternative für Deutschland, l'AfD, prendra le pouvoir et aura son propre chancelier, ils vont nous mettre dehors, c'est sûr. Et d'ailleurs, les Coréens poussent déjà pour qu'on quitte la Corée du Sud. Ils restent polis, mais c'est clairement ce qu'ils souhaitent. Les Japonais ne sont pas loin derrière, parce qu'au lieu d'être une force de défense, au lieu d'être là pour protéger ces pays, on est maintenant perçu comme un aimant à conflit, un catalyseur de guerre, franchement. Parce que si ces pays deviennent des cibles simplement parce qu'ils accueillent des forces américaines sur leur sol, à quoi bon nous y garder? Et alors là, on a été, on a été mis à nu. Je crois que c'est le mot juste. Exactement. Et quelle honte, quelle gêne, toute cette fanfaronnade. Franchement. Eh bien, voilà ce qui arrive quand on reste trop longtemps, de toute façon. Mais aujourd'hui, ce phénomène coïncide avec un changement technologique qui a profondément modifié l'avantage dans la guerre. L'avantage stratégique, et je dirais même opérationnel, est désormais du côté de la défense. Or, tout ce que nous avons construit repose sur l'action offensive. Il va falloir commencer à réfléchir sérieusement à la manière dont nous allons défendre le territoire continental des États-Unis. Et il va falloir y penser vite. Malheureusement, laisse-moi te faire entendre une voix qui va complètement à l'encontre de ça, Dan. C'est quelqu'un qui veut rester un vrai convaincu. Et il s'agit d'un ancien commandant du CENTCOM, entendu ce matin même. Et le président a du temps devant lui. Il contrôle le récit, il contrôle les capacités de frappe, et il sait que la politique qu'il a mise en place avec le blocus a eu des effets à court terme et à long terme sur le régime et sur le peuple iranien. Il a donc été très habile pour tirer parti de ce temps. Je suppose que vous ne connaissez pas cet homme. Et pourtant, il dit ça sans broncher. Est-ce parce qu'il a de l'argent qui lui tombe dans les poches, ou bien parce qu'il y croit vraiment? Eh bien, c'est un mélange, sans aucun doute. Je veux dire, il va clairement être récompensé financièrement pour défendre le statu quo, surtout par le lobby israélien et ses relais un peu partout à Washington. Ils sont tous attachés à l'idée d'avoir des bases permanentes à l'étranger. Si vous regardez une organisation comme l'Atlantic Council, qui devrait être sous assistance respiratoire à ce stade, tout le monde là-bas essaye de comprendre comment maintenir ce bazar de l'OTAN en vie pour toujours, ce qui est absurde. Le mieux qu'on puisse faire pour le patient étendu sur la table d'opération, c'est lui couper les cheveux et le raser, parce qu'on ne peut pas lui remplacer le cœur. On ne peut pas ranimer le corps. Mais voilà où on en est. Tout le monde s'accroche au passé. Le passé, c'est leur seul espoir. Non, ils se trompent. Faire face à l'avenir, c'est difficile.
coming to terms with the future is difficult. What do we need a large surface? À quoi sert une grande flotte de surface dans ce nouvel environnement? Si vos navires sont repoussés à des centaines de kilomètres des côtes, ce qui rend très difficile toute attaque contre des cibles à terre. Si vous ne pouvez pas débarquer de troupes, si vous devez ravitailler sans cesse tous vos avions, à l'aller comme au retour de la zone de combat, et que vous perdez la guerre face à la défense aérienne et antimissiles, alors, à quoi servent les porte-avions? À quoi sert cette immense flotte? Vous savez, ce sont des questions difficiles. Quand je travaillais au bureau du secrétaire de la Marine, les gens plaisantaient souvent en disant qu'il n'existait que deux types de navires, les sous-marins et les cibles. Parce que dans chaque exercice avec la flotte de surface, les sous-marins coulaient tout. Et franchement, vous ne pensez pas que les Chinois et les Russes ont eux aussi des sous-marins performants? Bien sûr que si. Exact. Et ça ne va pas s'arrêter là. Très vite, les gens, s'ils sont malins, vont construire des versions sans équipage de capacité sous-marine. Ils n'ont pas besoin de fabriquer d'immenses sous-marins hors de prix. Tout tourne autour d'une chose, nous empêcher d'accéder à certaines zones. C'est nous les agresseurs. C'est nous la force d'attaque. Alors que faire pour nous tenir à distance? Si on regarde la Chine, l'Iran, et de plus en plus, je dirais, la Russie, ils ont trouvé la réponse. Ils savent comment s'y prendre. La guerre, telle qu'on l'a connue jusqu'ici, c'est fini. Et si on continue à prétendre le contraire, on finira par affronter quelque chose de bien pire que ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Iran. Doug, donne-nous juste ton évaluation rapide de ce que tu vois venir dans les prochains jours. Tu sais, Trump nous a parlé d'un calendrier de quelques jours, vendredi, samedi. Tu penses que les chances de revenir dans la course sont très bonnes? Je pense qu'au final, après avoir envisagé toutes les possibilités, il va se décider. Je veux dire, c'est basé sur ce que j'ai vu de Donald Trump, sa nature, sa personnalité, son état d'esprit émotionnel. À mon avis, il va revenir et dire « on va le faire encore une fois, on va tout donner ». Et il dira sans doute « je pense que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Oui, je crois que ça va marcher. Cette fois, on aura les bonnes cibles. Cette fois, on les frappera si fort qu'ils ne s'en relèveront jamais. Encore et encore. » Maintenant, encore une fois, je ne sais pas ce que le président Poutine lui a dit au téléphone. Je ne sais pas non plus ce que le président Xi lui a dit en privé. Mais il est clair qu'ils étaient très sérieux. Ne faites pas ça. Il pourrait y avoir des conséquences imprévisibles à l'avenir. Je ne sais pas lesquelles, mais franchement, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est la conséquence la plus grave de la stupidité qu'on observe depuis maintenant 30 ans, ça a commencé après la guerre du Golfe. À ce moment-là, on était plein de nous-mêmes. On pensait qu'on pouvait tout faire, partout, tout le temps, avec n'importe qui. On a créé les conditions pour que des alliances se forment contre nous. Et aujourd'hui, il devient logique pour de plus en plus de pays de coopérer contre nous. Les Américains ne comprennent pas ça, parce qu'ils partent du principe que tout ce que fait leur gouvernement avec ses forces armées est forcément bien. Je veux dire, c'est tout simplement l'hypothèse que tout le monde accepte quand Donald Trump dit que soi-disant les Iraniens sont maléfiques et qu'ils ont tué des milliers de personnes. Personne ne prend la peine d'analyser ces absurdités. Personne ne cherche à aller au fond des choses. Et les médias dominés par Israël, tu sais, les mêmes puissances financières qui alimentent ces guerres contre la Russie et l'Iran, influencent aussi, au final, les informations et les nouvelles que les gens reçoivent. De temps en temps, on voit passer quelque chose d'inattendu qui contredit tout le reste. Je pense qu'on vient de voir ça dans le New York Times. Tu sais, la CIA a décidé de dire la vérité. Eh bien, 90% des capacités qui existaient au départ sont toujours là. Exactement.
Eh bien, je pense que c'est sans doute une estimation un peu basse. À mon avis, ils ont aujourd'hui plus de moyens. Mais cela dit, on sent aussi qu'il y a une prise de conscience qui grandit à l'intérieur même du camp. Les gens commencent à se dire « Attention, ça devient dangereux. Jusqu'où peut-on vraiment aller ?» Je crois que beaucoup se posent la question, mais je ne suis pas sûr que ce message atteigne Donald Trump. Et encore une fois, tout ramène à lui, à sa personnalité. Et puis regardez le Congrès. Le Congrès, c'est un peu un chien docile. On remplit la gamelle, on met de l'eau, et le chien mange, s'assoit, et voilà, c'est tout pour le Congrès. De temps en temps, un élu dit « Je ne suis pas à l'aise avec ça, c'est mal. » Très bien, merci. Mais qu'est-ce que vous allez faire? La réponse, c'est rien. D'accord, ça va pas plus loin que ça. Tu n'as pas envie de rejoindre le groupe de gens comme Tucker Carlson ou Candace Owens, que le grand Sébastien Gorka dit vouloir maintenant enquêter pour des accusations d'antisémitisme. Et par définition, ça c'est de la trahison. Génial. Quel monde, quelle société. Eh bien, c'est exactement pour ça que j'adore t'avoir avec nous, Doug. Je veux que tout le monde aille voir mcgregorwarrior.substack.com. Alors, Doug, tu as des créations faites avec l'intelligence artificielle là-bas. D'où vient cette image? Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Quelqu'un l'a fait pour moi et je trouve qu'il a fait un excellent travail. Regarde ça. Je croyais que c'était toi qui appelais les producteurs d'intelligence artificielle. Je viens de l'écrire et je lui ai donné comme épitaphe la diplomatie de la canonnière version Trump, parce que c'est bien ce qu'on est en train de voir. On arrive au bout de tout ça et il faut que ça s'arrête, parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est différent. On n'a pas besoin de faire ce qu'on fait, ce n'est tout simplement pas nécessaire. Mais tu as raison, la personne qui a fait l'intelligence artificielle est brillante. Excellent. Ça me fait penser aux vidéos Lego que l'Iran produit. Elles sont vraiment efficaces, non? C'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire avec ça. Ah non, je n'aimerais vraiment pas être Hank Seth dans Saturday Night Live. Eh bien, Doug, merci beaucoup. J'apprécie vraiment toutes tes analyses et je suis toujours reconnaissant du temps que tu passes avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille d'actions. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez ça avec quelqu'un que vous aimez.